tiens à m'excuser par avance pour la qualité de mon audio au sein de l'épisode. Heureusement, la qualité de l'invité est toujours présente et l'épisode reste largement écoutable et compréhensible, à savoir que les infos au niveau de la qualité sont toujours présentes, donc c'est pas le souci. Mais je tenais quand même à prévenir sur la qualité par rapport à moi quand je vais parler. Je vais tenter de régler le problème pour les prochains épisodes. Allez, bonne écoute. Et salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Nourris ta santé. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode et cette fois-ci, c'est un épisode avec une invitée qui est Mathilde. Salut Mathilde. Salut, salut. Et aujourd'hui, avec Mathilde, on va vous parler de la maintenance du poids. Et avant de démarrer concrètement dans le sujet, est-ce que Mathilde, tu pourrais te présenter? Oui. Alors moi, c'est Mathilde, plus connue entre guillemets sous le nom de Mathie Coach sur Instagram. Donc j'avais déjà été invitée par Raphaël sur un épisode de son podcast, mais comme on disait juste avant, ça commence à dater. Donc grosso modo, j'exerce en tant que coach en nutrition et coach sportive en ligne depuis 2 ans et demi à peu près. Et on va dire que j'ai une approche relativement orientée «santé» entre guillemets, relativement globale, Ouais. par rapport, les différents paramètres finalement qui sont parfois omis à mon sens dans des suivis, alimentaires, sportifs, que ce soit des paramètres environnementaux, des paramètres, plus psychologiques, plus sociaux, heu, qui font partie intégrante de la vie de quelqu'un et qui sont, à mon sens, primordiaux à prendre en compte, notamment quand on parle justement de gestion du poids, qui est le sujet du jour, et de maintenance du poids, parce qu'ils font partie intégrante de l'équation. Voilà, grosso modo, moi, je suis, grandement passionnée par un tas de tas de sujets, bon, liés à l'entraînement sportif, à la nutrition, et voilà. Bah, écoute, merci pour la présentation. Et du coup, aujourd'hui, on va parler de maintenance du poids et c'est un sujet que tu as toi-même choisi parce que ça te semblait pertinent de parler de ça, notamment lié au fait qu'on parle beaucoup des pertes de poids et même des prises de poids, mais on parle au final presque jamais de la maintenance du poids. Et ouais. Et du coup, pour démarrer vraiment le sujet, qu'est-ce que pour toi ça représente la maintenance du poids? Ouais. Je pense que, la maintenance du poids, mmh, juste avant de rebondir sur ce que tu disais, auparavant, effectivement, je t'ai suggéré ce sujet parce qu'on, comme tu l'as dit, on entend souvent parler, donc je pense de façon prépondérante, de perte de poids, parfois de prise de poids, mais pas de maintenance du moins de la maintenance du poids, qui pourtant, à mon avis, fait partie devrait faire partie intégrante, notamment dans un processus de perte de poids, du processus de perte de poids. Je pense qu'on aura l'occasion de revenir dessus, dans le sens où c'est l'objectif finalement de la majorité des personnes qui veulent perdre du poids, c'est très probablement d'en perdre certes, mais finalement d'apprendre à le maintenir. Et je pense que c'est une phase qui est souvent omise et qui est souvent incomprise aussi, dans le sens où il va peut-être y avoir une emphase mise sur les «mauvais» entre guillemets, paramètres, ou une approche finalement qui n'est pas adaptée pour réellement aider la personne à maintenir son poids. Et on va avoir l'occasion d'en reparler. Mais finalement, par rapport à cette notion de maintenance du poids, qu'est-ce que ça veut dire en tant que tel? Déjà, je pense que si on s'en tient à, la littérature scientifique sur le sujet, c'est un sujet qui fait débat. C'est un sujet qui fait débat, pour lequel il n'y a finalement pas à ce jour, d'entente, vis-à-vis de ce à quoi correspondrait la maintenance à proprement parler. On a différentes théories qui vont notamment parler de ce qu'on appelle le «poids d'équilibre» entre guillemets, Ouais. et il en existe plusieurs, un tas, 3 principales à ma connaissance, mais il en existe d'autres qui vont tenter d'expliquer ce à quoi pourrait correspondre donc cette notion de maintenance, qui pourrait correspondre à une notion de poids d'équilibre. Mais à chaque fois, dans les théories, il y a des éléments qui vont manquer, qui vont faire que les modèles seront, quoi qu'il en soit, invalidés parce qu'ils vont apporter certains éléments de réponse, mais il y aura toujours quelque chose qui ferait que: «Ah, ça va bloquer». Il y a un paramètre, finalement où, ça invalide le modèle.
Ok. Et en fait, il y a le premier modèle qui est le Set Point Model qui a vu le jour, je crois, si je dis pas de bêtises, dans les années 50 à peu près, qui donnait une notion de maintenance du poids comme étant un chiffre précis, une donnée précise. Mais au fur et à mesure du temps, pour diverses raisons, notamment en prenant en compte des facteurs environnementaux, psychologiques liés à la relation à l'alimentation, au comportement alimentaire, il y a d'autres modèles qui ont vu le jour, notamment un qui s'appelle le Dual Intervention Model, qui lui propose davantage une notion de fourchette, finalement, Ok. de poids, et que la maintenance ne correspondrait pas à un poids bien précis, comme on pourrait peut-être l'imaginer. Mm. Si je le maintiens, c'est que ça doit être bien précis, carré entre guillemets, mais pas forcément, en tout cas d'après par exemple cette théorie-là. Là maintenant, c'est davantage fluide. Par exemple, mon poids pourrait se maintenir entre 50 et 55 kilos, par exemple. Ça serait considéré comme une maintenance. Ok. Maintenant, il y a des limitations à ce modèle-là. C'est finalement, il pourrait y en avoir plusieurs, mais l'une d'entre elles pourrait être que finalement, où est-ce qu'on met les limites? Où est-ce que les limites sont positionnées? Parce que s'il y a des facteurs physiologiques qui rentrent dans l'équation pour tenter justement d'imposer certaines limites, il semblerait que dans le cadre d'un environnement obésogène occidental classique, on va dire, avec pas mal de stimuli externes, notamment Mhm. en termes d'alimentation, couplé souvent avec un mode de vie sédentaire, finalement, la limite supérieure, elle semble relativement, notamment la limite supérieure, semble relativement floue et peut-être pas forcément si existante que cela. Donc ça, c'est vraiment l'aspect, du moins, voilà, à ma connaissance à l'heure actuelle de la littérature scientifique, l'aspect un peu théorique. Et personnellement, je serais plutôt en adéquation avec le fait que la maintenance correspondrait davantage à une fourchette de poids, dans le sens où, à mon avis, il est normal que notre poids fluctue. Et c'est là aussi où, du coup, ça va être compliqué à dire, dans une petite fourchette, entre guillemets, mais Ouais. quelle est l'ampleur de cette petite fourchette? Parce que, admettons que ce soit entre 50 et 55 kilos. Bon, si, par exemple, je suis à 53, pourquoi, pourquoi est-ce que la fourchette n'augmenterait pas? Donc, en fait, on partirait d'une valeur de base qu'on pourrait peut-être s'imaginer correspondrait à notre poids, poids de forme, entre guillemets, mais idem, comment définir celui-ci? C'est aussi une question qu'on va, j'imagine, voir plus tard dans l'épisode, mais finalement, il y a un petit peu de flou qui rentre dans l'équation. Comment définir justement ce poids de forme, ce poids d'équilibre? Déjà, comment le définir? Quels sont les paramètres qui rentrent dans l'équation? Pourquoi, si c'est une fourchette, ce serait une fourchette de 3 kilos, de 5 kilos, de 6 kilos? Mhm. Voilà. Ok. Et justement, à travers ta réponse, ça répond un peu à une question que je voulais poser qui était est-ce que le poids idéal, ça existe vraiment? Et du coup, selon toi, je suppose, enfin, du moins, de ce qu'on comprend de ta réponse, c'est plutôt non la réponse. J'aurais tendance à penser que le poids idéal, encore une fois, correspond davantage à une fourchette. Ouais. Et là, du coup, je vais ajouter des nuances, d'autres éléments de réponse impliquant notamment la façon dont l'individu va se sentir. Je pense que c'est peut-être pas les seuls paramètres qui rentrent dans l'équation, mais la façon dont l'individu va se sentir et justement la difficulté qu'il va rencontrer à maintenir son poids sans trop de difficultés, entre guillemets. Ok. En partant du principe qu'il ait certaines connaissances, alors les connaissances ne font pas tout, mais certaines connaissances en termes d'alimentation nutritionnelle, une certaine compréhension de comment ajuster certains paramètres dans son alimentation, dans son mode de vie, que ce soit par exemple le sommeil, l'activité physique, qu'il ait une certaine compréhension, donc certaines connaissances en termes, voilà, on va dire théoriques,
niveau de l'alimentation, gestion de son mode de vie à différents égards et aussi une certaine compréhension de son corps à lui, de la façon dont lui il fonctionne. Si justement il est préférable pour cette personne de prendre un petit déjeuner ou non, s'il est préférable pour cette personne de manger 3 fois par jour, 5 fois par jour, heu, pour l'aider à différents égards selon l'objectif, la situation. Donc je pense que c'est super important aussi d'apprendre à se connaître soi, au-delà d'apprendre à en apprendre plus sur, la nutrition par exemple. C'est ça. Et maintenant c'est donc ça semble très facile quand je le quand je le dis, mais c'est peut-être plus difficile en pratique. Heu, comment, du coup, mettre à profit donc ces différents éléments et voir, analyser, comment est-ce que je me sens? Si mon alimentation semble relativement, heu, «adéquate» entre guillemets, si je gère plutôt bien mon mode de vie, est-ce que mon poids, c'est une corvée pour le maintenir? Est-ce que je me sens épuisée? Est-ce que je me sens léthargique? Ou au contraire, est-ce que j'ai globalement une bonne énergie? Qu'est-ce qu'il en est au niveau hormonal? Au niveau de différents indicateurs, différents marqueurs de santé, heu, qui pourraient, avoir une relation plus ou moins proche donc avec le poids, hem, par rapport à cela. Voilà, donc grosso modo, donc je pense qu'il y a vraiment cet aspect quand même individuel qui rentre dans l'équation. Mmh. Comment est-ce que je me sens? Est-ce que pour moi, c'est vraiment difficile de maintenir le poids ou non? Heu, Quand même, c'est peut-être pas suffisant d'uniquement parler de cela. Globalement, je pense que ça peut déjà servir d'indicateur. Ok, bah écoute, merci pour ta réponse. Et justement, tu as déjà donné, je pense, quelques éléments qui est pour la prochaine question, qui était de comment justement un peu identifier ou du moins savoir qu'on a, on va dire, le poids qu'on doit maintenir. Ouais. Et je pense que ça va, ouais, effectivement rejoindre ce que je disais précédemment, se pencher sur certains marqueurs de santé, indicateurs. Alors, je pense qu'il y a des indicateurs qui sont plus subjectifs, donc peut-être la question tout simple entre guillemets de comment je me sens. Après, comment je me sens, par exemple, d'un point de vue énergie, la majorité du temps. Euh, qu'est-ce qu'il en est de mon sommeil? Est-ce que je rencontre des difficultés à dormir que je ne rencontrais pas, par exemple, si j'avais un taux de masse grasse, par exemple, plus élevé? Parce que ça va notamment être aussi dans ce scénario de si j'ai un taux de masse grasse trop faible, par exemple. En termes de maintenance, ça peut être dans les 2 cas. Des personnes qui seraient justement attachées à un aspect physique assez sec C'est ça. et peut-être ce serait défavorable d'un point de vue, hormonal, d'un point de vue sommeil, d'un point de vue sensation de faim. Aussi, l'appétit toujours, au placé, disons. C'est parfois des formes du moins de «red flag» entre guillemets, de signes qui pourraient nous laisser à penser que, peut-être, la personne bénéficierait en l'occurrence dans cet exemple, prendre du poids. Hem Et après je pense qu'on pourrait se pencher sur d'autres, marqueurs de santé plus ouais, peut-être chiffrés, puis après ça va dépendre, mais plus spécifiques. Par exemple, sur certains marqueurs, qu'on pourrait avoir, suite à une prise de sang. Ça pourrait être, par exemple, taux de cholestérol sanguin, ça pourrait être, des données liées à la pression artérielle, donc différents types de données qui pourraient aussi donc, être reliées au poids. Parfois ce sera au poids, parfois ce sera, un petit peu plus spécifique lié à certaines formes par exemple de tissu adipeux. Donc il n'y a pas que le poids lui-même aussi qui rentre dans l'équation. Quand même là, on parle vraiment de la notion de poids. Heu Il n'y a pas uniquement cette donnée finalement qui est pertinente quand on parle, de «santé» entre guillemets, santé métabolique et j'en passe. Donc là, on va dans les complexités, autres, mais je pense que c'est quand même important de le mettre en avant. Ouais. Ok, donc il y a plutôt prendre en compte à la fois les aspects plutôt sensoriels et à côté de ça, plutôt les facteurs biologiques de manière générale, prise de sang, etc. Pour résumer. Et justement, une fois qu'imaginons on a trouvé cette fourchette de poids, à peu près, on arrive à se situer où est-ce qu'on doit maintenir son poids. Qu'est-ce que concrètement ça nous apporte de savoir justement
cette fourchette-là et surtout, qu'est-ce que ça nous apporte de savoir comment maintenir son poids, même si on va reparler du comment plus tard aussi. Je pense que c'est encore une fois très individuel dans le sens où ça pourrait apporter plus de choses à une personne qui peut-être aurait un historique compliqué vis-à-vis de son poids. Vis-à-vis de son poids, la gestion de son poids, et notamment des personnes qui auraient fait l'expérience de nombreux régimes yo-yo, entre guillemets, qui auraient perdu ou pris du poids à répétition, pour lesquels ça pourrait réellement, je pense, booster, si on peut dire, leur confiance en elles à cet égard, le fait de se sentir capable d'enfin parvenir à maintenir leur poids. Il y a certaines personnes pour qui le sujet du poids ne sera pas, actuellement pas du tout quelque chose de préoccupant et auquel cas ils se rendraient même pas compte, ils n'essaieraient même pas de maintenir leur poids, que leur poids sera maintenu. Ouais. Je pense qu'ils ne se poseraient même pas la question, si tu vois ce que je veux dire. Mais Ouais. peut-être que donc pour des personnes qui, ont rencontré des difficultés par le passé, il y aurait vraiment ce sentiment de compétence qui leur en découlait, ce sentiment de confiance en soi grandissant, et de satisfaction parce que, hem, je pense que le poids aujourd'hui, c'est un sujet relativement tabou et que, il va y avoir des personnes qui vont ressentir une forme de honte, parfois de parler de cette notion du poids, qu'il va y avoir des pressions sociétales liées au fait de, bah, perdre du poids, ça sert virtuellement à rien, acceptation et dans une certaine mesure, je pense que, effectivement, la perte de poids ne résout clairement pas tout, et que, peut-être qu'il y a une emphase trop importante ou du moins pas, suffisamment, bien mise en avant la chose, ou de la perte de poids, par exemple. Bien. Mais perdre du poids peut réellement aider certaines personnes. Perdre du poids peut réellement aider certaines personnes de manière productive à rendre leur vie meilleure. À rendre leur vie meilleure, à améliorer potentiellement certains marqueurs de santé et ça peut vraiment, les aider, bah, que ce soit, selon la situation, en termes, donc par exemple de mobilité, de certains marqueurs de santé, qui par extension va peut-être les aider, en termes relationnels, qui va peut-être les aider en in fine en termes de confiance en eux, par Ouais. exemple. Je pense qu'il y a une différence, notamment entre la perte de poids vraiment liée à la «santé» entre guillemets, donc dans une dynamique, bah, de mobilité, dans une dynamique d'amélioration de certains marqueurs de santé, versus liée à l'esthétique et je dis pas Ouais. que la perte de poids liée à l'esthétique ne peut pas avoir sa place. À mon sens, c'est mon avis personnel en tout cas, elle peut avoir sa place, mais je pense que de manière générale et d'ailleurs la littérature scientifique semble, mettre cela en avant à l'heure actuelle, de manière générale, celle-ci est probablement productive finalement, et peut-être plus, davantage à l'origine, hem, de difficultés en termes de maintenance du poids, justement, Ok. aussi quand il y a une emphase quasi exclusivement orientée sur la composante, esthétique. Ok. Et, euh, et justement, lié au poids, il y a quelque chose qu'on rencontre, que ce soit lors de la perte de poids, de la maintenance du poids ou même de la prise de poids, qui sont les variations de poids. Alors, encore une fois, variation de poids, ça veut pas forcément dire grand-chose parce que ça dépend de l'échelle. Mais concrètement, quand on veut maintenir son poids, tu as parlé de fourchette tout à l'heure, est-ce que les variations de poids, enfin, est-ce qu'on peut les éviter ou est-ce que c'est vraiment inévitable comme phénomène? Alors, je pense que quand on parle de variation de poids, ça va être important de regarder notamment aussi au niveau de, l'échelle temporelle, si on peut dire, dans le sens où le poids comme donnée, en tant que donnée, si on se pèse virtuellement tous les jours ou 1 fois par semaine ou 3 fois par semaine, tout finalement, pas peu importe, mais presque, le poids, il va varier sur une échelle, de temps relativement courte de façon, plus ou moins importante. Il est tout à fait possible que, bon, si on prend du matin au soir, il est très probable que le soir, je pèse plus lourd que le matin. Ouais. Il est possible qu'aujourd'hui, mardi, je pèse plus lourd ou moins lourd, que hier, que demain, mercredi. Donc le poids
en tant que telle, cette donnée, elle va varier de jour en jour, de minute en minute, d'heure en heure, Ouais. de par différents facteurs externes. Maintenant, du coup, cette variation du poids sur le relativement court terme ne correspond probablement pas à un changement de poids réel en termes de tissu corporel. Euh, quand je parle d'un changement de poids réel, donc je parle vraiment d'un changement au niveau des tissus corporels, ratio masse maigre, en tout cas les tissus adipeux et masse maigre. Bon, on espère que c'est davantage du tissu adipeux qui est visé, mais il y aura très probablement de la masse maigre aussi. Et en fait, sur la variation de poids sur le court terme, il est possible que cette variation, finalement, se persiste dans une certaine ampleur. Dans le sens où, par exemple, si je suis en période, par exemple, de cycle menstruel, ou pour les femmes, il y a peut-être davantage une susceptibilité d'avoir davantage de variations avec des fluctuations hormonales plus importantes, disons, à certains égards. Il est possible que pendant une semaine, pendant le mois, par exemple, j'ai 2-3 kilos de plus. Plus, ou pas du tout, voire moins. Hem, il est possible que si donc c'est une période où je suis relativement stressée, ça a une incidence sur mon poids. Une période où j'ai mangé plus de sel et de glucides que ce que j'ai pour habitude de consommer, c'est une incidence sur mon poids. Donc en fait, là, on parlerait pas de changement réel au niveau des tissus corporels, mais vraiment de variation de poids. Personnellement, j'aime bien appeler des signes de vie. Socialement, ils Ouais. retranscrivent le fait qu'il se passe des choses dans ma vie. C'est ça. Et donc, c'est pour moi, ouais, c'est la petite image que j'aime bien utiliser. Et en fait, si je mets ça en avant, c'est parce que un réel changement de poids, donc en termes de tissu corporel, ça prend du temps, finalement, avant de se produire. Alors, à moins qu'on ait fait un 20 000 calories challenge complètement débile, Ouais. ça prend du temps. Et c'est typiquement l'accumulation de journées de surplus, par exemple énergétique, ou de déficit énergétique, qui vont mener à un réel changement de poids, en fait. Donc, il y a cette notion de temporalité qui est super importante, à mon sens, à prendre en compte, parce que si on regarde sur une échelle de 1 semaine, 2 semaines, je dis pas qu'il n'est pas possible de prendre réellement du poids sur cette échelle. Il est tout à fait possible de prendre du réel poids sur une échelle relativement courte. Mais du coup, c'est important, à mon sens, de différencier les 2. De différencier les 2 et du coup, j'ai perdu le fil de ta question. C'était, est-ce que selon toi c'est inévitable ou pas? Mais du coup de ce que tu as dit, enfin ça paraît. Enfin, je pense que si tu veux vraiment éviter les variations de poids, faut plus vraiment vivre quoi. Donc c'est plutôt de ce qu'on comprend. Et puis après il y avait aussi un autre point que tu peux rebondir dessus. C'était un peu parce qu'il y a pas mal de personnes qui se posent la question, mais il y en a surtout beaucoup qui se posent la question de ces variations de poids et qui ont un peu, tu vois, une peur que le poids en fait varie mais qu'il reste on va dire bloqué et notamment s'il reste bloqué plus haut que prévu, tu vois. Et est-ce que selon toi cette peur là entre guillemets c'est une peur sur laquelle il faut travailler ou du moins tenter de la surmonter, ou est-ce que c'est quelque chose où il faut pas trop se soucier? Ton avis là-dessus? Ouais, en fait, encore une fois, je pense que c'est très individuel. Je pense que s'il y a une peur, c'est probablement qu'elle provient de quelque part. La peur, elle provient de quelque part, et la peur, à quel point est-ce qu'elle va être, j'ai un mot en anglais, mais je l'ai pas en français, à quel point est-ce qu'elle va être handicapante pour moi? Est-ce que c'est une peur qui va être tellement paralysante que ça va vraiment empiéter sur ma qualité de vie? Ouais. Auquel cas, peut-être que ça pourrait être judicieux de travailler dessus, à mon sens. Et je pense que si la peur existe, donc, c'est qu'il y a une origine. Est-ce qu'il est possible, de regarder justement d'où est-ce que cette peur provient et de travailler sur cette origine, de potentiellement faire, par exemple, un travail de déconstruction pour, essayer de comprendre, pourquoi est-ce que tu as cette peur? Est-ce que c'est parce que tu as un déficit en termes de connaissances? Est-ce que c'est pas un problème de connaissances, mais parce qu'il y a quelque chose lié à ton historique, par exemple, qui ferait que?
dans certains cas, ça pourrait être tellement profond que ça pourrait impliquer un suivi vraiment d'ordre psychologique. Mmh. Là, on serait pour le coup dans un scénario où effectivement, il est très probable que la peur soit vraiment handicapante pour la personne. Et que par exemple, le fait de monter sur une balance, s'il n'y a pas, le poids espéré, bah, ça régirait par exemple sa journée, dans une ampleur où, bah, si je n'ai pas vu le poids que je voulais, bah, peut-être que je vais m'empêcher de manger, que je vais aller, surcompenser en faisant, de l'exercice physique. Hem, Quelqu'un pourrait se dire que là, il y aurait quelque chose qui n'irait réellement pas pour l'individu. À mon sens, ça pourrait être pertinent de travailler dessus effectivement, du moins si la personne aimerait sortir de ces schémas qui, heu, paradoxalement peuvent, sembler, rassurants, mais qui finalement sont probablement pas si productifs que ça, notamment sur le long terme. Mmh. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, bah après, c'est beaucoup de la variation et ça dépend surtout de l'ampleur, comme tu as dit, de la peur. Et justement, à travers tout ce qu'on a déjà parlé, les différentes questions, etc., on a beaucoup parlé de la globalité qui tourne autour de ce sujet de maintenance de poids. Et du coup, là, on va passer un peu plus au concret maintenant pour les deux dernières questions. Enfin, c'est pas vraiment des questions, mais la première des deux questions, c'est est-ce que tu peux nous donner ton top 5 ou alors top 3 si t'as pas assez d'inspiration, enfin que tu vois pas 5 conseils, mais ton top 5 des conseils pour justement maintenir son poids. Ouais, OK. Mmh, je sais pas si j'ai une hiérarchie, enfin, je sais pas si je vais les donner vraiment dans un ordre d'importance. Ouais, tu fais comme tu veux, hein, t'es pas obligé de les donner par importance. OK. Je pense qu'un paramètre que j'ai envie de mentionner en premier et pas pour rien pour le coup tout de même, c'est la notion de relation à l'alimentation. Mm. Heu, je pense que c'est probablement pas le premier élément auquel on s'attendrait, quand on parle de maintenance du poids, mais je pense que c'est une composante qui est, primordiale. Justement, l'entretien d'une relation «saine» entre guillemets à l'alimentation et celle-ci aura un visage différent pour, chacun, mais de manière générale, d'ailleurs la littérature scientifique met en avant le fait que, hem certaines caractéristiques associées à une relation productive saine vis-à-vis de son alimentation, telles que, une vision, apaisée des aliments, donc non dichotomique. Mm. Le fait de ne pas, par exemple, catégoriser les aliments, d'avoir une forme de neutralité alimentaire, heu, c'est, associé au maintien du poids. C'est Ok. associé au maintien du poids, donc je trouve que c'est plutôt intéressant. Donc cette composante relation à l'alimentation, à mon sens, est importante vis-à-vis de cela. Après, je penserais notamment à la notion de l'environnement, Ok. la gestion de son environnement. Quand je parle de l'environnement, je vais le diviser en 2 catégories essentiellement. L'environnement physique, donc que ce soit, au sein de ton domicile, au sein de ton lieu de travail, d'école, Mhm. là où tu as pour habitude, d'aller, relativement régulièrement ou de passer dans la rue, par exemple, si tu as pour habitude de passer devant certaines boulangeries, restaurants Ouais, ou c'est autres. ça. Ouais, donc ça peut faire ça forme de tentation qui pourrait être, présente dans ton environnement physique et ensuite l'environnement social. Donc les personnes, avec qui tu as pour, habitude de passer du temps, par exemple. Peut y avoir, bah, une notion de pression sociale aussi, Mm. liée aux prises alimentaires, bah, que forme le groupe par exemple, mais aussi de, bah, tiens, si c'est ma maman qui a préparé le plat et que j'ai envie de lui faire plaisir, je vais manger peut-être, pour faire plaisir. Donc il y a l'équation sociale qui rentre aussi dans l'équation. Donc la relation alimentation, le paramètre environnemental, la création d'habitudes, la création d'habitudes productives pour, la maintenance du poids. Donc celle-ci, elle pourrait être variée et donc variable selon les individus. De manière générale, ça va être des habitudes liées à la gestion de la sensation de faim. Ok. Faim physique et faim mentale.
et des habitudes liées à l'activité physique. Oui. Notamment quand on parle de maintenance du poids, l'activité physique semble euh, être un facteur plus important dans la maintenance du poids que dans la perte de poids. De manière intéressante, c'est un facteur qui contribuerait à celle-ci. Donc, que ce soit la pratique sportive à proprement parler ou le fait d'avoir un NEAT, comme on dit, c'est convenable entre guillemets, mais de ne pas être sédentaire. C'est ça. Pas entretenir un mode de vie sédentaire. Donc c'est un facteur qui semble plutôt productif vis-à-vis de la maintenance du poids. Le rôle de l'activité physique, je trouve qu'il est assez intéressant et plein de nuances, notamment au niveau individuel, dans le sens où l'activité physique peut avoir de pas mal d'interactions avec la sensation de faim, la gestion de la faim. Et donc, il y a certaines personnes qui vont vraiment voir, par exemple, leur sensation de faim s'accroître en bougeant un petit peu plus, auquel cas, dans certains cas, voilà, il faudrait quand même regarder, enfin, il faut toujours de toute façon, à mon sens, regarder les différents paramètres, mais je pense que c'est important à prendre en compte aussi la relation entre la sensation de faim et l'activité physique, la dépense. Donc là, voilà, ça nous fait 3 paramètres. À mon sens, c'est peut-être les 3 paramètres les plus importants. Après, je rajouterais l'éducation nutritionnelle. L'éducation Ok. nutritionnelle, comme on en a un petit peu parlé au début. Mm. Euh, Sachant que l'éducation ne fait pas tout. L'éducation ne fait pas tout, parce qu'on peut avoir un tas de connaissances et finalement rencontrer des difficultés en termes d'application, que l'on parle de nutrition et plein Ouais, plein d'autres domaines. paramètres de la vie. Mais je pense que ça reste un paramètre important. Et un autre paramètre, finalement, mais on va arriver à ça, qui semble important, c'est le suivi de données, le tracking de données. Alors, on parle parfois, d'ailleurs, le premier épisode qu'on avait fait, je pense qu'on avait parlé du tracking Oui, des c'est calories. ça. C'est ça. Et le tracking de données, globalement, donc le suivi de données, par exemple, au niveau du poids, au niveau justement de ce que j'ai mangé, ça peut être au niveau calorique, mais pas forcément. Je pense que le tracking des calories, d'ailleurs, est loin d'être indispensable, Mm. sur le long terme en tout cas. Mais en tout cas, le suivi de certaines données, que ce soit au niveau du poids, du sommeil, des données pertinentes pour la personne, qui vont réellement l'aider à ajouter une valeur par rapport à la maintenance, ça peut être productif. Et donc, il y a le suivi de données et la fréquence de suivi. Moi, je sais que la fréquence Ouais. de suivi soit justement adaptée pour l'individu. Euh, Voilà, ça, c'est un facteur qui semble aussi prédire la maintenance du poids, et c'est un facteur qui peut aussi être à double tranchant, notamment vis-à-vis de l'utilisation de la balance, parce que l'utilisation de la balance, pour certaines personnes, dans certains cas, peut être aussi une source de stress, peut être aussi finalement associée à des comportements problématiques, contre-productifs. Euh, donc voilà, c'est vraiment selon l'individu ce qui va être pertinent, et c'est pour ça que c'est super important finalement, en tout cas en tant que praticien à mon sens, de vraiment adapter ce que l'on fait, ce que l'on met en place par rapport à l'individu. Voilà. Ok, donc globalement, donc oui, t'es bien arrivé à 5. Donc globalement, t'en as surtout 3 principales des conseils. Donc pour récapituler un peu les nominations que tu leur as données, il y a tout ce qui est relation avec l'alimentation, qui arrive dans les 3, on va dire, plus importantes. Il y a aussi tout ce qui est, je l'avais il y a 2 secondes, tout ce qui est, ça va peut-être revenir. Je vais dire les... Comment? Environnement. Oui, c'est ça, environnement. Donc environnement social que tu avais parlé et environnement physique, on va dire en sous-catégorie. Le troisième, je sais plus, t'avais dit quoi comme dénomination quand t'as parlé de tout ce qui est activité physique, etc. Je sais plus le terme que t'avais dit. La, la création d'habitudes.
Oui, c'est ça, la création d'habitudes. Parce que tu avais pris l'exemple de tout ce qui est activité physique, etc. Donc, troisième habitude, c'est oui, créer des habitudes justement à long terme, etc., à conserver. Et puis enfin, les deux dernières, c'était vraiment le côté tracking dont tu as parlé. Donc, tout ce qui est calories, poids, etc., même si là, il y a plein de choses différentes à mettre en place. Et le dernier aussi conseil, c'est tout ce qui est éducation nutritionnelle, si je récapitule bien. Ça, en tout cas, à mon sens. Je pense qu'il pourrait y en avoir d'autres, mais je pense qu'avec ça, c'est déjà pas mal. C'est ça, c'est ça. Et justement, la dernière question que je voulais te poser, parce que à mon sens, avoir des astuces, c'est bien, mais faire en sorte qu'on fait pas des grosses erreurs sans s'en rendre compte, c'est cool aussi. Quel est, cette fois-ci c'est en top 3, mais quel est selon toi ton top 3 des erreurs à éviter pour justement stabiliser ton poids? Ouais. Je pense que, et et je pense que quand on parle de stabilisation du poids, il y aura souvent une notion de perte de poids avant. Alors, pas forcément, mais je pense que c'est souvent, ça rentre souvent dans l'équation. Auquel cas, je dirais que si tel est le cas, pas un coach, commencer à travailler sur la maintenance dès que, on commence le alors ça c'est pas forcément le cas. Il y a des situations où je nuancerai davantage, mais de manière générale, commencer à travailler sur la maintenance à partir du moment où on commence le processus de perte de poids. Donc Ok. c'est-à-dire, par exemple, commencer à travailler sur la création d'habitudes. Par exemple, en termes d'apport en protéines, en termes, heu, de développement d'habitudes liées à une fréquence de prise alimentaire. Ça sera vraiment variable selon la personne, selon le contexte. Mais en tout cas, commencer à travailler, du moins de manière générale, sur cette notion de, bah, le le processus de maintenance commence en fait dès lors que je perds du poids. Ouais. Important de partir avec cette notion de, bah, en fait, ce que je vais faire, c'est un changement sur le long terme, entre guillemets. Le déficit calorique, c'est une étape, mais in fine, la finalité, c'est la maintenance. Et comment est-ce que je peux commencer d'ores et déjà à m'y préparer? Ok. Voilà, après ça va encore une fois dépendre de l'individu, mais je pense que, ça reste important, du moins de mettre ça en tête à la personne. Déjà de lui annoncer la couleur, si on peut dire, le but n'étant pas de de faire peur, mais, de du moins de permettre à les personnes de comprendre que c'est un changement, il va y avoir des changements, du moins selon son point de départ, qui, vont probablement devoir être mis en place sur la durée, si on veut être dans une dynamique de maintenance. Je vais prendre l'exemple assez classique, et assez parlant, je pense, d'une personne qui, par exemple, aurait des habitudes alimentaires où il irait virtuellement tous les jours, au fast-food, avec une alimentation totalement «déstructurée» entre guillemets, et on va dire, pas du tout d'habitudes alimentaires virtuellement, et que du jour au lendemain, donc elle déciderait par exemple de perdre du poids et qu'elle, ferait quelque chose de façon, très carrée avec des interdictions alimentaires par exemple, hem, un petit peu, l'antithèse de ce qu'elle faisait auparavant et Mhm. qu'après, hop, une fois le poids perdu, elle retournerait à ses vieilles habitudes. C'est un petit peu voilà, le scénario relativement extrême, mais probablement pas si, peu courant que ça, hem et qui finalement, mettrait en avant le fait que, ah, là, on n'a pas pris en compte le fait qu'il allait fa il aurait été pertinent de changer des éléments sur, la durée. Mhm. Et je pense qu'il y a parfois la notion de l'impression qu'en fait, perdre du poids voudrait dire souffrir le martyre. Voudrait dire souffrir le martyre et je ne dis pas que, il ne peut pas y avoir de la difficulté associée au fait de perdre du poids. Et puis après l'expérience de chacun sera différente. Mais, que si, la difficulté est telle que, ça vient à compromettre, on va dire, heu, bah, notamment ta santé mentale, par exemple, que, la difficulté est telle que, finalement la perte de poids devient réellement une souffrance. Après, voilà, il y a pas de vérité, c'est mon point de vue, notamment quand on est dans cette optique,
relativement santé et d'intégration de la perte de poids de Mm. la vie sans que ce soit une corvée à proprement parler. Je pense que c'est important justement de travailler sur la dédramatisation du processus de perte de poids lui-même, de travailler finalement sur qu'est-ce qui va me permettre de me sentir mieux et comment est-ce que je peux justement penser euh, au futur dans cette direction. Euh, donc ça, c'est un peu parti sur une tangente, mais c'est Non, 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 bah après, là, le premier point un petit peu que tu as dit, c'est en fait la première erreur que tu as citée, ça serait déjà de seulement prendre en compte la perte de poids envisagée sans se projeter plus loin au fait que, bah ok, on perd du poids, mais le nouveau poids qu'on va avoir, au final, si on veut le garder, il va aussi falloir appliquer des choses. Donc je dirais que c'est un petit peu ça au final, ce que tu as expliqué. fait, ouais, totalement, totalement ça. Donc vraiment euh, le processus de maintenance commence dès lors qu'il y a une perte de poids. Voilà, si on part du principe que il y avait une perte de poids qui était déjà impliquée dans l'équation, mais je pense que quand on parle de maintenance, typiquement, Hmm. il y a eu, il y a eu cette notion. Euh, et ensuite, je dirais probablement euh, encore un élément lié aux relations à l'alimentation et pour être un petit peu plus spécifique par rapport à tout à l'heure, et un petit peu rajouter un autre élément, j'ai envie de parler notamment du pourquoi. Pourquoi est-ce que donc je mets en place, par exemple, un déficit énergétique, un processus de perte de poids tel que je le mets en place. Dans le sens où je pense que de nombreuses personnes, et ça rejoint aussi l'éducation nutritionnelle, vont prendre un régime sur Internet, sur un livre, que un professionnel de santé leur a prescrit, par exemple, leur a recommandé, et ils vont pas vraiment se préparer les tenants et aboutissants du pourquoi est-ce que je vais devoir faire, entre guillemets, du coup, Hmm. suivre tel protocole ou tel protocole. Si je mets ça en avant, c'est notamment de par le fait que dans les régimes classiques, entre guillemets, il y aura souvent une notion d'interdiction alimentaire, et qui pourrait créer des formes contribuer à créer des formes de diabolisation de certains Ouais. aliments et être pas forcément foufou d'un point de vue relation à l'alimentation. Euh, et cette diabolisation alimentaire, le fait de s'interdire catégoriquement de consommer certains aliments, de diaboliser certains aliments, euh, un, un élément donc contre-productif vis-à-vis de sa relation à l'alimentation, très probablement pour la majorité des individus, finalement, comme on l'a mis en avant précédemment, est contre-productif pour la maintenance du poids. Euh, Là, on parle du poids et aussi, voilà, c'est contre-productif pour le Oui. bien-être mental, par exemple. Mais si on s'en tient effectivement au poids, pour cet élément-là, où on pourrait se dire finalement, peut-être que l'interdiction de manger certains aliments pourrait être productif, parce que de prime abord, on pourrait se dire, ah, ça pourrait être cohérent. Si je m'interdis de manger des Kinder et des pizzas, peut-être que c'est productif pour la maintenance de mes poids. Mais quand on cause un petit peu plus, finalement, ça semble pas être le cas. Donc, de manière générale, euh, notamment parce que euh, il est possible que l'interdiction, alors je vais vraiment simplifier, mais pousse un petit peu à l'envie et à l'amplification finalement de prises alimentaires qui avaient été interdites. Dans le sens où si je diabolise certains aliments, que je m'interdis de les consommer, il est possible qu'à posteriori, le jour où je suis confrontée à ces aliments, ou le jour où je me dis, ah, bon, j'ai été raisonnable toute la semaine, je vais en consommer, j'en consomme par exemple 2 fois plus, 3 fois plus, que je me sens pas bien mentalement, physiquement, et qu'en fait, il y a des formes de ce qu'on appelle désinhibition, donc de perte de contrôle liée à la consommation de certains aliments, notamment de par le fait qu'il y avait l'interdiction de prime abord. Voilà, c'est un Ouais. exemple, Ok. un exemple assez classique. Il pourrait y avoir d'autres scénarios, mais de manière générale, finalement, c'est vraiment cette conception binaire, tout ou rien de l'alimentation, cette interdiction, diabolisation alimentaire, euh,
qui est un facteur qui pourrait prédire notamment le regain de poids quand on parle d'un processus de perte de poids aussi. Et donc, ce qui serait favorable là maintenant, finalement, c'est une forme de neutralité alimentaire et euh, de relations productives, positives vis-à-vis de son alimentation. Ouais, je vois. Bah, en fait, là, t'as dit un petit peu deux autres points à mon sens. Je sais pas si c'était voulu ou pas. Mais t'as parlé un peu d'une deuxième erreur qui, de ce que j'ai compris, c'est un petit peu le fait de commencer le processus pour au final arriver à la maintenance, mais au final de pas comprendre, de pas clarifier le pourquoi est-ce qu'on fait ça. Donc vraiment comprendre l'origine de pourquoi on veut faire les choses. Et je dirais que le troisième point, c'est beaucoup autour du fait de ne pas arriver dans un noir ou blanc et le fait de directement catégoriser des aliments en interdisant certains types d'aliments parce qu'ils sont soi-disant pas compatibles avec notre projet de maintenance de poids, par exemple. Donc je sais pas si c'est ce que tu voulais dire ou pas. Que- Bah écoute, pour le troisième point que tu as totalement ça. Pour le deuxième, je crois que je n'avais pas, j'en ai un peu parlé, mais du coup, c'était pas celui sur lequel je voulais mettre Ok. l'accent. Du coup, je vais rebondir dessus parce que il est hyper important en sens. Euh, et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure par rapport on va dire, la différence entre un objectif santé, entre guillemets, et plus esthétique, Mm. dans le sens où euh, euh, c'est... Alors, déjà, je pense qu'il y a parfois confusion entre les deux. Certaines personnes vont euh, dire c'est pour ma santé, c'est pour ma santé, mais au fond, ce sera pas tant pour, par exemple, sa santé, ce sera davantage pour un objectif physique ou l'impression qu'une amélioration physique améliorerait sa santé, alors que pas forcément. Il y a aussi cette confusion qui peut être faite. Après, quoi qu'il en soit, je pense que chacun a ses objectifs. Maintenant, finalement, si tu as un objectif, c'est probablement parce que tu imagines que ça va t'apporter quelque chose. Donc, est-ce que je m'imagine que le fait de perdre du poids va me permettre, par exemple, effectivement, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, d'être plus mobile, donc de potentiellement aller faire plus de rando, de pouvoir jouer avec mes enfants ou que sais-je. Euh, Est-ce que ça va m'apporter, par exemple, une baisse de ma pression artérielle et que là, je peux vraiment rencontrer des complications en termes de certains marqueurs de santé de par cela? Versus, est-ce que finalement, j'ai l'impression que le fait de perdre du poids, d'avoir des abdos plus tracés, disons, va me permettre de gagner confiance en moi. Mm. Et ça, c'est du moins les pensées de prime abord. Ça veut pas dire que c'est forcément ce qui va se matérialiser. Parfois, c'est justement en faisant le processus en question, en arrivant à un certain résultat, qu'on se rend compte est-ce que ce que je pensais être vrai est réellement vrai ou non. Ouais. Est-ce que finalement, l'objectif que j'avais m'a apporté ce que j'espérais qu'il apporte. Et parfois, il faut, entre guillemets, se confronter finalement à la situation pour pouvoir en attester. Mais je pense, de manière générale, et là, je vais essentiellement parler de mon expérience en tant que coach, une petite expérience, que de manière générale, quand c'est un objectif physique, ça va pas forcément apporter ce que la personne espérait. Ça va pas forcément apporter ce que la personne espérait. Et que finalement, c'est en se concentrant davantage sur la santé, sur comment elle se sent aussi que ça va être bien plus productif de manière Mm. générale et que la personne va se sentir réellement mieux en termes alimentaires, en termes sportifs, dans sa tête. Euh, donc voilà, ça c'est un petit peu au même point de vue de manière générale, pas pour complètement dénigrer l'importance de l'aspect physique. Euh, je pense qu'il a clairement sa place, mais que peut-être on peut avoir tendance à lui accorder une importance amplifiée, si on peut dire. Ouais, je vois. Bah écoute, je sais pas si t'avais peut-être un autre point du coup à rajouter, vu que j'en ai un peu introduit un que t'avais pas prévu, ou si ça te semble déjà pertinent de se baser sur tout ce qu'on a dit. Écoute, je pense que c'est vraiment les 3 points qui me semblent pertinents Ok. par rapport aux erreurs. Il pourrait y en avoir d'autres, mais je pense que, tu vois, rien qu'en ayant parlé de ces 3-là, c'est
déjà Un bon socle. bon début. Ouais. Ouais, un bon socle. Et est-ce que globalement, tu aurais un petit mot à dire à la fin ou même un petit point à rajouter qu'on n'aurait pas parlé par rapport à ce sujet-là que tu souhaiterais dire? Oui. Je pense que ça va rejoindre du coup ce que je disais en début de podcast. Apprendre à se connaître, apprendre à se connaître et apprendre à se faire confiance dans une certaine mesure. Mmh. Dans une certaine mesure. Et là, ça rejoint du coup encore une fois ce qu'on disait, comment délimiter cela, qu'est-ce que ça veut dire, où placer le curseur, mais notamment en termes euh, pour reprendre la maintenance du poids, finalement, où est-ce que serait la limite supérieure, la limite inférieure si on parle de fourchette, comment savoir si quand j'ai faim, quand j'ai pas faim, manger, ne pas manger, enfin physique, enfin mental aussi, en complément davantage de nuances, mais maintenant, c'est où placer les curseurs, c'est pas forcément évident. C'est pas forcément évident. Il y a probablement une notion individuelle, subjective, mais je pense que c'est important de redonner une certaine place quand cela est possible, quand cela est pertinent à des facteurs plus internes aussi. Ils sont parfois omis de l'équation, du moins, Ouais. à mon sens, pas forcément suffisamment mis en avant, la nutrition quand on se sert souvent de données relativement externes, telles que les calories, Mmh. les plans alimentaires, la balance pour nous indiquer des éléments. C'est ça. Moi, je suis totalement d'accord. Mais je trouve que c'est bien comme mot de fin parce que ça te correspond bien déjà vu que tu parles beaucoup de l'aspect mental en plus sur ton Insta. Et d'ailleurs, je vais mettre ton Insta aussi dans la description du podcast pour ceux qui souhaitent aller voir le travail de Mathilde. Et je te remercie du coup pour être intervenu et pour avoir répondu à toutes les questions de l'épisode. Et Merci à toi, Raphaël. avec plaisir. Et puis merci à toutes les personnes qui ont écouté jusqu'à la fin de l'épisode. Et on se dit à très vite pour un nouvel épisode. Allez, ciao!